passent dans la vie, soit vous les prenez, soit vous les prenez pas. La notion de proximité, c'est pas territorial, c'est pas d'être à côté, c'est surtout de comprendre qui sont les clients, leur activité, leur métier, quels sont leurs enjeux. Et nous, on ne fait que traduire par le chiffre, finalement, les enjeux d'une entreprise. C'est ça, la proximité. Vous intéressez pas à votre client et que vous lui posez pas la question toute simple en disant où allez où, vers quoi vous voulez aller, vous avez raté quelque chose dans votre relation client. Tout l'enjeu de notre profession, c'est d'être capable de faire évoluer nos collaborateurs pour leur expliquer, attention, avant vous aviez un rôle de production, cette production va s'amoindrir au profit de tout ce qui est commentaire et interprétation. Et quand vous commencez à discuter par avocat interposé, c'est le début de la fin. La communication, si c'est un moyen de se distinguer quand on est le premier, finalement, une fois que tout le monde y est, c'est un coût supplémentaire, mais qui vous donne plus véritablement d'avantages compétitifs. Vous en faites, vous êtes comme les copains, vous en faites pas, c'est vous qui êtes has-been. Le petit cabinet, moins de 10 personnes, qui est généraliste. Là, il va être bon partout, mais spécialiste de rien. Comment va-t-il se différencier du copain d'à côté, celui qui fait des arrêtés de compte sans comprendre, encore une fois, l'entreprise et le milieu économique dans lequel vit son client, il n'a pas compris. Il donne pas de sens à son métier. Avant de poursuivre cet épisode, ce podcast est soutenu par Axonote, l'outil pour les clients de cabinet qui va vous faciliter la vie. Axonote propose une solution tout en un pour faciliter la gestion des petites entreprises tout en étant connecté à votre outil de production. Et bonne nouvelle, Axonote vous propose non plus une PDP mais une PA en marque blanche, gratuite, ouverte à tous, pour faciliter le passage à la facture électronique. Demandez votre plateforme aux couleurs de votre cabinet en description de cet épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass où j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur expert comptable qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle Compagnie Fiduciaire en 2025 ou 2024, si les chiffres sont à peu près justes, tu me reprendras si besoin. Jean-Philippe, c'est un groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, implanté dans 27 sites en France, avec plusieurs histoires et plusieurs stratégies. Le cabinet a 45 ans aujourd'hui. Toi, tu as repris la tête du cabinet en 2014. Et puis, tout au long de ces 10 dernières années, vous avez eu plusieurs stratégies, à la fois de l'acquisition externe, le lancement sur le digital, l'engagement vers la RSE. Juste en amont, Jean-Philippe, tu précises quelque chose où on a cette vocation aussi à être un guichet unique pour les entreprises. Déjà, un grand merci d'être dans cette invitation et cet épisode. Écoute, merci Nicolas de m'accueillir, voilà, et puis de me donner l'occasion de présenter effectivement notre groupe. Je vais plus te laisser te présenter, toi, finalement, Jean-Philippe Romero, pour être plus précis. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, Jean-Philippe, l'envie de rejoindre la profession comptable, déjà ? Alors, en quelques mots, parce que l'histoire peut être longue, mais je vais essayer d'être concis sur le sujet. Je remonte vraiment à ma scolarité, puisque mon père est expert comptable, ma mère est comptable, okay. Mon cousin est comptable, ma belle-sœur est expert comptable, enfin bref, et je suis marié avec une expert comptable. Enfin, ça, c'est arrivé après. Ça, c'est arrivé après. Non, ça, c'est peut-être anecdotique, mais ça amuse quand je le raconte. Effectivement, j'étais pas forcément le meilleur à l'école. Et arrivé fin de seconde, on m'a invité à une réorientation. Et je dois dire que je me suis retrouvé dans la situation à pas vraiment savoir ce que j'allais faire. Et un jour, en partant dîner chez un client de mon père, avec la question mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon fils, hein ? C'était quand même terrible en seconde. Et puis ma mère se retournant me disant il y a bien le métier de ton père, ce qui peut être une opportunité. Alors, faut avouer que j'avais une image de la profession qui était pas terrible, parce que mon père était un très gros bosseur, et en général, chez les experts comptables, on travaille beaucoup, vraiment, et pas vraiment beaucoup de temps de repos, avec une période fiscale intense, une manque de disponibilité à ces périodes-là, d'autant que quand vous avez des parents qui font tous les deux le même métier. Et puis, je dois dire que c'est toute l'astuce d'une mère qui dit tu sais, tu pourras gérer ton temps de loisir comme tu l'entends. Et ce qui a fait écho, en fait, à ce métier, c'est pas la profession en tant que telle. Ça a été le fait qu'elle me dise le système libéral et qu'elle me mette en avant d'avoir la capacité à gérer mon temps de travail comme je l'entendais.
Voilà. Et puis mon père relayant en disant, écoute, tu as une vision de mon métier qui est ce que je fais, mais en fait, notre métier, on peut avoir un petit cabinet, un gros cabinet, travailler beaucoup, travailler à temps partiel. Bon, alors, je veux dire que ça, c'était un peu romancé parce que dans la Il te l'a réalité, vendu. il me l'a vendu comme ça, mais là, dans la réalité, j'ai quand même beaucoup plus géré mon temps de travail que géré mon temps de loisir. Mais en tous les cas, intellectuellement, quand on sait qu'on a la possibilité de s'organiser comme on le veut, c'est quand même très satisfaisant. Voilà. Et puis, donc, par la suite, j'ai embrayé par une série, une formation technique. À l'époque, les bacs G2. Et je dois dire que je suis passé du dernier de la classe au premier de la classe, ou quasiment en tous les cas immédiatement, parce que ça m'a beaucoup plu. Et je me suis vraiment réalisé et j'ai accroché sur toutes les matières économiques. En l'occurrence, qui m'intéressait beaucoup, le droit, évidemment la comptabilité. Et donc après, j'ai suivi un cycle normal, en tous les cas, très classique, en passant mes unités de valeur jusqu'au diplôme. Voilà. Non, mais le point d'accroche, c'était la gestion du temps de travail, effectivement, plutôt de mes loisirs. Comme quoi, tu vois, à chaque fois que je pose cette question, j'ai toujours une réponse qui est différente. Mais en fait, elles se tiennent toutes. Hein, tu vois, il y en a qui disent bah, j'aimais trop la technique, j'aimais trop accompagner les dirigeants, je voudrais avoir du temps libre, un peu de tout. C'est toujours quelque chose qui est intéressant. Mais ça, ce point, il t'a accroché. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, peut-être que toi, tu as vu ton papa différemment par rapport à ce qu'il t'a vendu là. Tu vois, il te l'a un peu romancé, comme tu l'as dit au début. Ah oui. Mais toi, quand tu regardais la relation de ton père avec les clients qu'il avait, comment tu voyais ça? Est-ce que tu voyais que c'était une relation proche? Est-ce que tu voyais qu'il lui apportait de la valeur? Ou c'était quoi un peu, toi, ton appréciation, mais plutôt jeune garçon? C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, avec le recul, on a une organisation chez Compagnie Fiduciaire qui est quand même différente de celle que lui avait. Hein. Lui, il a eu 3 cabinets, il a vendu 3 fois son cabinet comptable, avec des modes d'organisation un peu différents. Et je dirais que sur la fin de sa carrière, en tous les cas les 10 dernières années, il était plutôt en mode consultant. Il avait un cabinet ils étaient 6-7 personnes avec des clients plutôt ETI, organisés, structurés. Et là, il faut avouer qu'il y avait une confusion entre vie professionnelle et vie privée. Ses clients étaient ses amis étaient ses clients. Enfin bon, tout ça était d'une proximité telle que, en tous les cas, il n'y avait pas du tout de séparation. Bon, moi personnellement, j'ai évidemment des clients amis et des amis clients, mais quand même, j'essaie aussi de préserver ma vie familiale et en tous les cas, si je travaille beaucoup sur des séquences, je veux aussi avoir des séquences où je suis avec mes enfants et ma famille. J'aime beaucoup voyager, enfin nous aimons beaucoup voyager, et donc voilà, j'ai besoin aussi de cet équilibre-là entre les deux. Et d'ailleurs, je me suis amusé il y a peu de temps, aller sur ChatGPT justement pour taper Romero, ce qu'on pensait. Et c'est bien marqué qu'il y a bien une séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée, puisque en l'occurrence, je ne suis pas sur des réseaux sociaux comme Instagram ou équivalent, où j'expose pas, et j'en ai pas la nécessité aujourd'hui d'exposer. Voilà. Donc voilà. Est-ce que ça a toujours été dans ton état d'esprit d'essayer de couper ces deux éléments entre la vie pro et la vie perso et comment tu as découvert que ça, c'est ce dont tu avais besoin? Tu vois, parce que des fois, on se dit, bah vas-y, il faut travailler. Est-ce que tu as appris à te connaître ou est-ce qu'il y a des événements dans ta vie qui t'ont permis de dire, peut-être que je dois couper entre trouver ce juste équilibre? Non, je me suis construit comme ça. Ça fait partie des choses que j'ai assez vite identifiées, en tous les cas comme étant une nécessité. C'est-à-dire que bon, le cerveau a besoin de se régénérer, voilà, et d'avoir des points différents. Et puis des relations que vous avez dans un cadre avec mes amis ou avec ma famille sont complètement différentes de mes relations professionnelles. Voilà, chacun doit être à sa place et je suis président à la Compagnie Fiduciaire et je suis Jean-Philippe avec mes amis et ma famille. C'est ce qui est évidemment une posture différente. Voilà, c'est plus simple. C'est quoi l'histoire qui t'amène justement à la direction générale de la Compagnie Fiduciaire? Alors, pour que les personnes aussi puissent comprendre, c'est que l'entreprise a 45 ans et toi, tu arrives finalement, quand elle a 34 ou 35 ans d'existence, à la tête. Comment on arrive à faire ça?
Comment on arrive au départ, c'est des opportunités et ça vient souvent dans mes propos. Il y a des trains qui passent dans la vie, soit vous les prenez, soit vous les prenez pas. Donc, je crois que la chance, c'est celui qui a de la chance, c'est le gagnant du loto. Voilà, c'est une infime personne de gens qui disent j'ai de la chance ou j'ai pas la chance. Il y en a des poissards, il y en a des chanceux. Alors, il en faut, hein, je ne dis pas le contraire, mais après, ce qui fait surtout la différence, en tous les cas, c'est la rapidité ça fait partie de mes valeurs. La réactivité, c'est une valeur à laquelle je suis très attaché. Et puis après, des opportunités qui passent que vous prenez ou que vous prenez pas. Bon, donc moi, il s'est avéré que il y a quelques années maintenant, puisque ça fait j'ai plus d'une trentaine d'années au sein de la compagnie fiduciaire, mon père, qui était un expert comptable, avait des amis aussi dans la profession, et le fondateur de la compagnie fiduciaire faisait partie de ses amis. Et donc un jour, lors d'un dîner où j'étais présent, Christian Patrin pour le nommer, nous dit, parce que j'étais à cette époque avec mon épouse qui était également diplômée, et donc me dit, voilà, j'ai une opportunité, je monte un nouveau département, j'ai besoin d'un jeune expert comptable stagiaire. J'ai pas 2 places, j'ai une place. Alors ma femme, moi qui était beaucoup plus déjà organisée que moi à l'époque, en tous les cas, avait déjà arrosé toute la profession de ses CV, me dit, écoute, moi j'ai envoyé les CV, toi t'as pas encore commencé, t'as encore rien foutu, donc, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. Moi je suis pris ailleurs, bon voilà. Et puis donc j'ai commencé en tous les cas à la compagnie fiduciaire sur ces bases-là. Enfin, je plaisante un peu, mais il y a un petit fond de vérité malgré tout. Donc j'ai commencé la compagnie fiduciaire comme expert comptable stagiaire pour passer mon mémoire. J'ai été diplômé, et puis au terme de mon stage, en fait j'ai eu vraiment le choix. Je suis parti en vacances, vous voyez, c'était au mois de juillet, et je me rappelle encore. Et j'ai eu 2 discussions, une avec mon père qui me dit écoute, t'es diplômé, si tu veux tu reprends mon cabinet. Et j'avais Christian Patrin qui me dit écoute, je sais pas ce qu'on va te faire faire, mais on voudrait te garder. Voilà. Et puis 3 semaines plus tard, sur mon lieu de vacances, m'appelle en me disant écoute, quand c'est que tu rentres? Je dis dans 1 semaine. Il me dit écoute, quand tu rentres, tu viens me voir. Et puis j'ai une opportunité d'un cabinet qu'on va certainement acheter. Si ça t'intéresse, tu en prends la direction. Voilà. Donc l'histoire est partie comme ça. J'ai appelé mon père en disant bon, t'en penses quoi? Il me dit je pense rien, tu fais ton choix. Bon voilà, donc et j'ai fait le choix de la compagnie fiduciaire. Voilà, donc en pratique, je dirais c'est aussi un clin d'œil. Je fais partie peut-être des rares personnes qui n'ont jamais envoyé un CV, puisque finalement j'ai été recruté sur un bout de table en disant je prends, je prends le job. Comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche, voilà. Voici pour le côté anecdotique, Christian Patrin, je crois, mais 10 ans après, m'a dit tu me feras quand même un petit CV parce que dans ton dossier, j'ai pas de CV. Je lui dis bon, c'était voilà. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur a balancé, justement? Tu vois, parce que entre guillemets, on pourrait se dire, t'as le côté familial qui pourrait te rassurer, entre guillemets, où tu connais un peu les rouages, tu connais un peu aussi la manière et la psychologie de ce que ton père a construit, et puis ça pouvait être aussi, pourquoi pas, un peu, entre guillemets, une histoire familiale ou une continuité. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu, justement, aller de l'autre côté? Justement, peut-être pour sortir de cette histoire familiale? Ça peut, hein. Alors, j'aurais pas eu de problème à travailler avec mon père. Enfin, en tous les cas, lui, c'est ce qu'il me disait en tant que tel. Mais je pense avoir choisi le meilleur des 2 mondes. Pourquoi? Parce que j'avais du côté de mon père ce côté entrepreneurial, proximité, très impliqué vis-à-vis des clients. Enfin, mon père vivait au cœur de l'entreprise de leurs clients. Enfin, je dirais, quand je dis que c'était un expert comptable consultant, les chiffres, et c'est ce que je relate à toute personne que je reçois ou que j'intègre à la compagnie fiduciaire. Chaque trimestre, j'ai le plaisir d'accueillir les 30 collaborateurs qu'on a embauchés sur le trimestre passé. Bon, et c'est ce que je leur explique, la notion de proximité, c'est pas territorial, c'est pas d'être à côté.
côté. C'est surtout de comprendre qui sont les clients, leur activité, leur métier, quels sont leurs enjeux. Et nous, on ne fait que traduire par le chiffre, finalement, les enjeux d'une entreprise. C'est ça, la proximité, en tous les cas. Et mon père était très proche de ses clients. C'était à se demander si, à un moment donné, il les pilotait pas, il copilotait pas l'entreprise avec les clients. Alors, en tout cas, c'était ce niveau d'implication. Mais ce niveau d'implication, pour y arriver, et vous êtes plutôt sur un océan de consultants, vous pouvez le faire avec, en tous les cas, une limite humaine. Vous ne pouvez pas démultiplier le système. Et moi, ce qui m'intéressait chez Compagnie Fiduciaire, c'est que c'était le côté entrepreneurial de la pensée de Christian Patrin, qui s'est dit à un moment donné, pour construire ce groupe, j'ai deux solutions. Soit je suis PDG unique, et puis j'embauche des salariés qui vont diriger l'entreprise, enfin m'aider à diriger ou des BU dans une entreprise, ou alors après je construis un groupe avec des associés. Et en fait, c'est une des valeurs fortes de la Compagnie Fiduciaire, c'est qu'on est associé sur le principe de un homme, une voix. Déjà. Alors qu'il était l'associé principal et très majoritaire, il a construit un groupe au départ en impliquant des jeunes experts comptables stagiaires, dont je faisais partie à l'époque, et qui ont pris la direction de cabinet, donc vraiment avec une démarche entrepreneuriale où finalement, quand on est à la tête de son activité, on peut la mener comme on le souhaite. On fait partie d'un groupe, on a une communauté de pensée, une communauté de valeurs, des méthodes communes, mais après tout, quand vous êtes avec vos clients, c'est vous qui donnez le là en tous les cas. Donc j'avais quelque part, en faisant ce choix-là, j'avais le meilleur des deux mondes, le côté entrepreneurial, taille d'entreprise, et quand j'ai pris la direction, j'ai repris les valeurs de la Compagnie Fiduciaire et les valeurs qui m'avaient été données pour finalement démultiplier et accélérer. Voilà, là où Christian avançait un rythme, je pense qu'une de mes marques de fabrique avec mes associés, c'est d'avoir été plus vite et plus fort, en fait. Mais je dirais, les fondements étaient là, les valeurs étaient là, et voilà, on était sur des bases solides. Voilà, c'est la différence entre, je dirais, un format de cabinet qui existe toujours dans notre environnement, qui repose beaucoup sur l'individu et sa capacité, là où la Compagnie Fiduciaire, l'enjeu, il est systémique. Donc, il faut être capable de mettre avec une démarche entrepreneuriale, parce que la qualité, il faut être capable elle ne repose pas sur une personne, elle repose sur un système, il faut être capable de la démultiplier, de la maintenir, voilà, pour avoir des performances cohérentes. Voilà, les enjeux étaient différents. Et en faisant ce choix-là, j'ai beaucoup travaillé. Vous voyez, pour revenir à la première question, effectivement, c'était pas forcément le choix le plus économique en temps. Voilà. Mais en tous les cas, c'était mon moteur, en tous les cas, et ça m'a beaucoup plu. Et ça me plaît toujours, évidemment. D'ailleurs, ça me permet de rebondir à ce que tu dis. Il y a cette version de l'expertise comptable d'avant. Comment on exerce le métier aujourd'hui pour qu'il puisse aussi apporter cette valeur aux entrepreneurs que le cabinet accompagne? Alors, il y aura deux questions, hein, du coup, Jean-Philippe. C'est la différence et l'évolution dans l'opérationnel et dans la qualité qu'on va travailler, enfin apporter aux clients. Et puis aussi comment on projette pour demain ce travail-là avec la facture électronique, par exemple, qui va arriver. Et tous ces outils digitaux là, et toute cette concurrence aussi et cette compétition qui est de plus en plus féroce, je trouve. J'ai beaucoup de questions dans le. Je suis. Bon. Alors, la première question. La première question, répète-la-moi, excuse-moi. Donc la première question, c'est comment le métier, comment on exerce le métier aujourd'hui par rapport à avant? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire maintenant? Et ça va au-delà de l'accompagnement des clients, mais c'est aussi comment on bosse avec les collabs, etc. En fait, qu'est-ce qui s'est accéléré en réalité aujourd'hui? Bon, d'abord une notion, le chiffre, encore une fois, n'est que
le tableau de bord d'une voiture qui est représentée par l'entreprise. Voilà, l'entreprise, c'est un système complexe de nos clients. Il y a un moteur, il y a des sièges, il y a des freins, en tous les cas, il y a un département commerce, d'achat, enfin, un chef d'entreprise, il ne vient pas vous voir en disant je viens chez vous parce que je veux faire de la comptabilité. Il dit je fais mon business et aidez-moi à m'orienter, à faire du légal pour qu'évidemment je reste dans les clous, d'une part, et la deuxième, donnez-moi des signaux d'alerte pour voir ce qui va bien ou ce qui va mal, ou les opportunités que j'ai pour demain, est-ce qu'elles sont les bonnes. C'est ça notre mission. Enfin, il ne faut pas se perdre dans cette affaire-là. Donc, je reviens à la genèse. Si vous vous intéressez pas à votre client et que vous ne lui posez pas la question toute simple en disant où, vers quoi vous voulez aller, vous avez raté quelque chose dans votre relation client. Bon. Et là, je reviens à la deuxième partie de ta question. Aujourd'hui, on vit une époque formidable. Enfin, je dirais, aujourd'hui, quand j'entends des personnes avoir des craintes sur l'avenir de la profession, et que vous raisonnez sur une durée, une échelle de temps longue, il se passe quoi dans notre profession ? Vous avez une première séquence que je n'ai pas connue, où vous aviez une comptabilité qui était manuelle, et les temps de production étaient tellement longs que vous ne pouviez parler à votre client que du passé. Alors c'est formidable de parler du passé, parce que vous dites, il s'est passé ci, il s'est passé là, ce que vous avez fait, attention c'est bien ou attention c'est mal. Bon, généralement, vous avez quand même un chef d'entreprise qui a été un peu informé avant vous, qui se satisfait pas vraiment de votre réponse, qui en tire quelques conclusions, vous lui annoncez ses notes, son addition fiscale, etc. Mais je dirais, est-ce que intellectuellement, c'est vraiment satisfaisant de se borner ou se limiter à ça ? Pas vraiment. Bon. Vous avez, mon père me disait, quand on a discuté, quand lui a connu cette période-là, avec l'arrivée de l'informatique, etc., il dit, mais au début de ma carrière, je passais 99% de mon temps à m'assurer que la comptabilité était juste. Ouais, je dirais, je ne refais plus les additions d'un ordinateur, ça fait bien longtemps. Bon, bref. Bon. Ensuite est arrivé l'informatique, le numérique, et on est passé d'une comptabilité du passé à une comptabilité en temps réel. C'est formidable, c'est-à-dire que vous raccourcissez le temps d'information, et pour être capable de dire à votre client ce qui va pas en temps réel. Bon, moi je suis chef d'entreprise, je me lance, je suis une start-up, je démarre, j'ai peut-être besoin de faire pivoter mon entreprise, de me rassurer sur mon modèle économique. C'est quand même mieux de lui donner des informations en temps réel plutôt que de lui expliquer revenez me voir dans 15 mois ou dans 4 mois quand votre bilan comptable sera sorti. Enfin, bon, donc vous pouvez aujourd'hui sortir en temps réel des éléments financiers pour donner des informations et des orientations à votre client en temps réel, rapidement et à un coût raisonnable. Chose qui n'était pas techniquement possible il y a 15 ans. Et là où arrive là maintenant le futur, mais le futur qui est immédiat là pour le coup, parce qu'on est tous dans la profession en train de travailler dessus, s'organiser pour, c'est la facture électronique. Donc qui va encore accélérer encore un peu plus la rapidité des flux. Et derrière, si vous y rajoutez le pouvoir de l'IA, le pouvoir de la data, vous allez parler du futur. Donc imaginez avec votre client, dès lors que vous discutez avec lui et que vous parlez du futur, qu'est-ce qu'il y a de plus aléatoire que le futur ? Je peux discuter beaucoup plus longtemps avec vous sur les choses du futur pour dire est-ce que c'est positif, c'est négatif, c'est dynamique, il y a un risque, etc., que de discuter des choses qui sont passées. Choses du passé, une fois que on va assez vite partager une opinion similaire, en tous les cas, sur le diagnostic similaire. Par contre, notre métier, qui est d'être un métier de proximité, je dirais intellectuel aussi avec notre client, il a besoin de réassurance. Nos clients qui vont chez nous à la compagnie fiduciaire, c'est la toute petite entreprise, pour faire simple, jusqu'à l'ETI, où bien souvent le dirigeant est à la fois aussi l'actionnaire, qui a la particularité d'être plutôt intellectuellement isolé, plus ou moins suivant la taille de l'entreprise. Il vient chercher chez nous, dans notre profession, et à la compagnie fiduciaire, de la réassurance. Donc, plus vous allez discuter avec votre client de son futur, d'abord intellectuellement ça va l'intéresser, et qui plus est, vous allez lever des hypothèses, et beaucoup d'hypothèses, donc vous aurez beaucoup plus de matière. Donc effectivement, le verre à moitié vide,
c'est que ceux qui se raccrochent à la tenue comptable et à la production, ça, effectivement, ça va fortement se réduire. Pour ainsi dire, ça va même disparaître avec la numérisation et la facture électronique. On va aller beaucoup plus vite pour avoir de l'information. Donc tout l'enjeu de notre profession, c'est d'être capable de faire évoluer nos collaborateurs pour leur expliquer, attention, avant vous aviez un rôle de production, cette production va s'amoindrir au profit de tout ce qui est commentaire et interprétation. Donc il y a une véritable conduite du changement qui est influencée évidemment par le champ du possible technologique et qui va permettre d'enrichir la discussion avec nos clients. Et ça, c'est une véritable opportunité. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi entre ce qu'on apprend dans les études, aussi les nouvelles générations, où on est peut-être un peu culturellement, en compta, plutôt capé pour imaginer ce qui se passe hier et ce qui se passe demain? Et est-ce qu'on a suffisamment de compétences au sein des cabinets pour justement accompagner le dirigeant à le faire réfléchir? Parce que je trouve que c'est des skills qui sont aussi un peu différentes. Comment, chez vous, vous arrivez justement à trouver ce juste équilibre entre hier et accompagner le dirigeant pour l'aider demain? Mais bon, ce sujet-là, j'ai 57 ans, je crois que ça fait 40 ans que je l'entends, le décalage entre la théorie et la pratique. Ça a toujours été le cas. Enfin, je dirais, quand j'ai commencé mes études, vous terminiez votre formation où on vous faisait travailler sur des fusions, consolidations et des choses plutôt high level. Et quand vous étiez en cabinet, vous commenciez votre stage, vous passiez des écritures comptables et vous faisiez des états de rapprochement de banque. Alors, vous voyez, le décalage... Vous l'aviez, hein, quand vous faisiez de l'informatique, on vous expliquait comment faire du DOS, pour ceux qui ont connu ça, alors que quand vous étiez en cabinet, vous étiez sur Excel ou sur Word. Donc, vous voyez, le décalage, il a toujours existé. Enfin, je dirais, Bon, l'école, elle vous apprend à quoi? À raisonner, en fait, hein, et puis surtout à vous adapter. Et le secret, il est là. C'est-à-dire que celui qui pense, quand il a terminé ses études, quand il va arriver dans une entreprise qui va devoir s'arrêter en disant « Ouf, ça y est, j'ai fini d'apprendre et maintenant je vais mettre en application ce que j'ai appris », il se plante. Hein. Je dirais, c'est une formation, on est en formation continue. Alors déjà, nous, intrinsèquement, parce qu'on a quand même avec nous un petit camarade qui s'appelle l'État, qui produit à tour de bras des textes fiscaux. Peut-être qu'on aura une année blanche cette année. Alors si on pouvait aussi avoir une année blanche sur les textes, ça serait aussi sympathique. Mais bon, enfin, en tous les cas, on a une évolution, la législation qui évolue en permanence. Donc vous êtes en formation technique en permanence. Et les outils, vous êtes également avec une adaptation des outils. Bon, et puis la difficulté aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a, c'est la notion de durée de votre cycle. C'est que là, on est en rupture de cycle, puisque quand je vous donne les 3 pavés du manuel au numérique, et puis demain avec l'IA, effectivement, le cycle est de plus en plus court, donc le temps d'adaptation, il faut s'adapter de plus en plus vite. Voilà, ça c'est quand même, effectivement, avant on avait le temps. Un peu plus de temps pour le faire. Là, effectivement, en 30 ans, ça va bouger beaucoup. Plus vite que ça n'a bougé peut-être en 30 ans passés. On crée pas mais je vais vous dire, hein, notre métier s'émeut de ça. Poser la question à celui qui fabrique des voitures, lui, il se pose plus la question, hein, entre le moment où il fabriquait les voitures avec la clé de 12 et aujourd'hui qui manipule des robots pour fabriquer une voiture. Vous voyez, il y a d'autres métiers qui ont connu cette révolution. Hein, enfin, je dirais, nous on la vit. Bon, ok, on la vit. C'est un cycle d'adaptation, ça c'est sûr. On ne crée pas aussi un cabinet à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'activité, n'importe comment, sans stratégie. C'est quoi ton rôle, toi, aujourd'hui au sein de la compagnie, pour justement faire croître et aller peut-être dénicher les nouvelles tendances, des nouvelles opportunités de marché? Comment tu réfléchis et comment tu construis ça au fur et à mesure? Et avec qui? Alors, avec qui? D'abord, il y a une chose qui a été admise chez nous et très tôt, dont j'ai bénéficié et qui était certainement plus compliquée au tout début de la compagnie fiduciaire, qu'il est beaucoup moins maintenant parce que ça paraît tout à fait naturel, mais
Quand Christian Patrin a débuté, il a débuté seul. Puis après, il a eu 2 experts comptables stagiaires, Hubert Massy et Patrick Bureau, pour les citer. Et quand le cabinet a commencé à grandir, on a marché toujours sur 2 jambes, c'est préférable, sur des croissances organiques, et d'une part, et sur des croissances externes. Donc ça fait 45 ans qu'on est sur ces deux, on travaille sur ces 2 axes. Et la troisième chose, c'est que les associés ont accepté moralement de laisser du temps à quelqu'un pour réfléchir. Et donc, alors évidemment, ça s'est fait de manière progressive, mais finalement, quand moi je suis arrivé à la compagnie fiduciaire il y a 10 ans, on devait faire aux alentours de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo. Déjà, Christian Patrin dirigeait le cabinet sans avoir, ou très très peu, en tous les cas, d'opérations techniques. C'est-à-dire qu'il ne s'occupait pas directement de clients. Son métier, c'était de construire l'entreprise, de réfléchir à son évolution et mettre en place des systèmes pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, finalement, quand je suis arrivé, j'ai emboîté le pas. Ça s'est même en tous les cas, développé. D'autres associés m'ont rejoint dans ces fonctions-là. On a construit une gouvernance. Et l'élément fondateur, quand tu me parles du rôle que je tiens, quand il m'a passé le témoin, quand il y a eu le passage de témoin, il me dit: ta première fonction, ça sera l'unité du groupe. Donc mon premier job, c'est de garder l'unité de mes associés. Voilà, je veille à ça. Parce que si on met de l'énergie, si on arrive à mettre de l'énergie pour nous développer, c'est qu'on ne passe pas de temps à s'engueuler. Voilà. Et je vois, et malheureusement, je l'ai vu trop souvent dans des groupes, chez des clients, où quand vous commencez à discuter entre associés par avocat interposé, alors j'ai rien contre les avocats, ils ont leur utilité, puisque je suis associé avec des avocats aussi. Mais quand vous commencez à discuter par avocat interposé, c'est le début de la fin. Voilà. Donc, une des spécificités de la compagnie fiduciaire, c'est qu'on a 47 associés. La moitié au moins la moitié, ce sont des gens avec qui on s'est connus dès le départ, qui ont été des experts comptables stagiaires comme moi. On a fait notre parcours ensemble, on se connaît très bien. Alors on est des gens à l'origine du Sud-Ouest, donc on est très virulent, on tape sur la table, on discute, etc. Enfin fort, etc. Mais à la fin on converge, ça c'est formidable. Et déjà, donc on a, si on n'est pas d'accord au départ, en tous les cas, à la fin, on est un peu comme Astérix et Obélix, il y a un repas et on est à la fin du banquet, nous sommes d'accord. Alors, ça c'est assez important. Et la deuxième chose qui a beaucoup marqué les esprits, je pense, et qui a été un élément fondateur, en tous les cas, dans cette passation entre nos 2 générations, c'est que quand Christian, Hubert et Patrick sont partis à la retraite, à l'époque, on était à peu près une quinzaine d'associés, si ma mémoire est bonne, et en fait, on avait 2 solutions. La première solution, c'était de dire, bon, en gros, on est un peu orphelin de nos 3 départs, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va se regrouper avec un autre cabinet comptable, une autre entreprise, on se fait racheter, on s'associe, etc. Ou est-ce ou nous les jeunes, on a un projet. Et chaque année, on s'en va en séminaire d'associés, on passe 3-4 jours vraiment de travail intensif. Le thème de cette époque, il y a 10 ans, c'était le cabinet du futur. Donc chacun est arrivé avec des idées, des projets. On a fait fi de nos normes, de nos obligations, de nos contraintes, de notre organisation, de notre histoire, etc. Et en disant, voilà, si je devais repartir d'une page blanche, j'améliorerais quoi? Je ferais les choses comment? La technologie du numérique arrivait à ce moment-là. Donc le champ du possible était différent, etc. Et en fait, d'idées qui étaient au départ des briques pour améliorer finalement ce qu'on avait l'habitude de faire, à la fin de ce séminaire, on dit, mais quand même, on a non seulement on a les briques, mais on a carrément les plans de la maison. Donc, on est capable de construire quelque chose. Et en fait, on s'est dit, là, on a plus à faire à nous tous, finalement,
que de se vendre, ou en tous les cas de se rapprocher de quelqu'un qui va nous expliquer comment il faut faire. Voilà. Donc, et c'est ça, ce sentiment qui vraiment nous a porté dans notre développement. Et c'est comme ça qu'on a créé le cabinet 50 pour moi, qui était à l'époque très innovant. Ça faisait partie du deuxième ou troisième cabinet qui avait été créé, full web, pure player, 100% digital. Hein, c'est-à-dire qu'on a réinventé la relation client, c'est-à-dire de la contractualisation à la réalisation, à la restitution des éléments. Tout ça passant 100% par le net. On s'affranchit du périmètre territorial en général d'une 50aine de kilomètres autour du site auquel vous travaillez. Vous modélisez des systèmes d'information. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, je suis jeune chef d'entreprise. La solution de 50 pour moi, elle est formidable. Je dirais, sur un prix raisonnable, et je n'en fais pas un enjeu de prix, mais c'est la technologie qui nous a permis de faire ça. On sort une comptabilité en temps réel, je suis beaucoup plus informé que dans un système traditionnel. J'ai une lecture directe, j'ai des clients qui sont... alors je fais une comptabilité francophone, mais j'ai des clients qui sont partout dans le monde. Enfin, je dirais, un jour, pour vous raconter une anecdote, je prends l'avion, vol de nuit, je discute avec une hôtesse de l'air à la pause café, là dans le petit coin café. Vous faites quoi? Je suis expert comptable, très bien, parfait. Et vous, bon, hôtesse, alors comment ça se passe, les escales, etc. Et puis là, elle profite de l'occasion pour me parler de ses locations meublées et savoir comment elle pouvait optimiser sa fiscalité, tout en m'expliquant que quand elle prenait l'avion, elle faisait sa comptabilité là où elle pouvait, puis dans une valise, elle amenait les paplards, après elle arrivait à Paris, elle allait prendre le métro pour aller voir son expert comptable, ça avait 3 quarts d'heure pour y aller, 3 quarts d'heure pour repartir, pour rester un quart d'heure avec lui. Enfin, tout ça l'a pesé. Vous l'avez bien compris. Bon, et je dis, mais vous connaissez peut-être pas parce que c'est tout nouveau, ça compte pour moi, mais avec ça compte pour moi, tout ça, c'est full digital. Vous avez des accès, vous avez tout sous GED électronique, et mais c'est exceptionnel. Et effectivement, c'est exceptionnel. Voilà. Alors aujourd'hui, ça l'est moins, en tous les cas, parce que les systèmes, de nombreux confrères aujourd'hui proposent, et des éditeurs proposent des systèmes, on va dire, similaires. Pour me faire plaisir, je dirais non, mais bon, en tous les cas, dans le concept est quand même assez proche. Mais une des caractéristiques de notre groupe, c'est que dans les associés, c'est non seulement des experts comptables dans leur relation, mais on leur demande, et ils le font, et ils y prennent, je crois, du plaisir. Ils passent une partie de leur temps, pour répondre à votre question, 5-10% de leur temps, dans la transversalité, dans la réflexion globale, dans la participation des projets qui leur tiennent à cœur. Certains vont choisir du commercial, d'autres du marketing, d'autres des fonctions métiers, d'autres des fonctions support. Enfin, peu importe. Chacun trouve sa place sur une des fonctions. Et donc, il y a cette implication de tous sur un projet commun. Et ça, c'est notre force, parce que ça nous crée de l'énergie, ça nous crée des projets, ça nous sort de notre quotidien aussi. Ce sont des entrepreneurs aussi, ils ont besoin de ça. Voilà. Donc notre mise en œuvre de notre stratégie, elle se fait autour d'un groupe d'associés qui sont impliqués finalement dans les projets. Et derrière, il faut faire preuve de conviction et d'adhésion, parce qu'on est associé sur le principe de un homme, une voix. Donc forcément, c'est pas le poids du capital et l'âge du capitaine qui compte. Hein. C'est un homme, une voix. Donc quand vous êtes au comité de direction, il faut, quand vous avez une idée, il faut faire preuve de conviction et d'entraînement, et embarquer les autres associés pour qu'ils croient à votre projet, que vous puissiez le mener à bien. Voilà. Tu as mentionné un mot-clé tout à l'heure qui disait un de mes rôles, en tout cas au sein de la compagnie, c'est de pouvoir veiller à l'unité du groupe. Alors, dans toute la démonstration que tu m'as apportée ici, j'ai identifié 2 éléments qui étaient importants. C'est on se dit les choses, des fois ça fait pas plaisir, mais en tout cas, on arrive à trouver une solution à la suite. J'imagine que ça fait aussi partie de ça, de créer l'unité du groupe, c'est qu'on se parle franchement. Il y a aussi cette partie où on va au vert, entre guillemets, on fait race de toutes nos obligations personnelles, etc. Et puis on va réfléchir pour apporter les solutions, par exemple pour le cabinet de demain. Mais est-ce que tu as aussi peut-être des conseils ou un retour d'expérience à apporter sur le fait de comment tu arrives finalement à optimiser ou maximiser cette unité de groupe?
Comment j'arrive? Est-ce que j'ai des conseils? Je ne sais pas si j'ai des conseils en matière. C'est l'âme et la culture du cabinet. Hmm. Si j'étais le seul à le vouloir, ça suffirait pas. Enfin, c'est qu'aussi on a un état d'esprit, on est très attentif. Quand on parle développement, croissance externe, évidemment, on regarde dans les opportunités, on regarde les chiffres et la performance, mais je dirais avant tout, on regarde les hommes et les femmes que l'on va intégrer. Si on n'est pas en phase, on ne le fait pas. Je dirais, vous pouvez arriver avec un super EBITDA et m'expliquer que vous êtes le meilleur en tant que tel. Le volet humain prend encore le dessus. Donc, avant d'intégrer alors, ce qui est moins possible aujourd'hui, mais je dirais, il y a eu une époque, tous les 2 ans, on fait un voyage entre associés. Voilà, c'est le moment de partager, dans un moment de convivialité auquel on est très attaché, d'échanger, de partager, etc. Bon, c'était même une époque où quand on avait des opportunités de croissance externe, on invitait celui qui allait demain intégrer peut-être l'association. Et on s'est vu au terme de voyage euh, dire non. Dire non à des personnes en disant non, on ne partage pas les mêmes valeurs, tu ne trouves pas ta place dans le groupe. Vous voyez, bon, donc maintenant c'est un peu compliqué parce que ça va vite et puis c'est un peu différemment, mais je dirais c'est pas bien sûr que j'incarne et c'est ma mission plus qu'un autre, je dirais en tant que tel, mais c'est aussi le souci de tous les associés de préserver cette unité. Bon, encore une fois, je ne sais pas si c'est un signe, mais je dirais, chez nous, quand je vais chez les confrères et qu'ils se vous voient, qui ne connaissent pas les conjoints de l'autre associé, ça me paraît déjà un peu surréaliste. Enfin, nous, entre associés, on se tutoie, on connaît nos conjoints. Alors, on n'est pas copains, on passe pas nos vacances tous les jours avec nos associés, heureusement. Enfin, c'est là où il faut aussi faire la part des choses. Mais on fait beaucoup de choses ensemble. Enfin, beaucoup de choses, en loisir même, hein, je dirais. Hein, donc, voilà. D'ailleurs, c'est quoi la thèse d'investissement quand vous allez faire de la croissance externe? En gros, vous dénichez un cabinet. C'est quoi un peu les grandes lectures où tu dis « Ah, ça va le faire » ou alors « Ah bah tiens, par le passé, on a commis tant d'erreurs et si ça coche pas ces cases-là, ça va pas fonctionner. » Bon, d'abord, il n'y a pas une réponse unique. Tout dépend de ce que vous recherchez. Nous, dans notre développement, on a 2 axes en fait que l'on cherche. C'est la représentation territoriale. Donc historiquement, on a commencé à s'implanter sur Bordeaux, puisque le premier cabinet était dans le centre de Bordeaux. On s'est agrandi en Gironde, puis aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est implanté en Nouvelle-Aquitaine. Et puis après, il y a eu la séquence Toulouse, puisqu'on est aux 4 points cardinaux en Occitanie, à Toulouse, pardon, en Occitanie. On s'est développé sur Paris, et puis il y a l'an dernier, on a ouvert un cabinet également à Lyon, qui était la partie Rhône-Alpes. Bon, donc il y a une logique territoriale sur notre développement. Après, quand vous êtes sur le développement territorial, il y a 2 situations. Soit j'y suis pas, soit j'y suis déjà. Donc, vous voyez, c'est déjà un critère. Si je n'y suis pas, ça suppose qu'il me faut, à la base, un cabinet de certaine taille qui est déjà structuré, qui va me permettre, en fait, d'être la colonne vertébrale de mes futurs développements. Après, je peux me permettre, quand j'ai cette colonne vertébrale, de la compléter par des bureaux beaucoup plus petits. Parce que là, effectivement, j'ai quand même un point d'appui, j'ai des moyens. Donc le point de départ, c'est d'abord sur une première implantation d'avoir un cabinet à la base qui est structuré. Pour donner un chiffre, parce que je suis aussi un homme de chiffres, bon, le but dans une région, c'est d'arriver aux alentours de 10 entre 10 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pourquoi? Alors c'est parce qu'en réalité, ce qui veut dire entre 100 et 150 personnes, grosso modo, à grands traits, ça nous permet, dans un deuxième temps, ou en même temps, ou en parallèle de ça, de pouvoir agréger autour de cette colonne vertébrale qui est le métier de l'expertise comptable, toutes les structures conseils dont on dispose. Parce qu'en réalité, dans
Dans la logique de compagnie fiduciaire, on doit être capable de proposer un parcours client de la création en passant par le développement et en allant jusqu'à la transmission. En fait, il y a les 3 étapes dans la vie d'une entreprise et on doit être capable d'accompagner nos clients dans ce parcours. Et pour accompagner nos clients, il y a des notions de taille critique, parce que vous ne pouvez pas monter un cabinet de gestion de patrimoine qui s'adresse aux dirigeants sur une base de clients trop petits. Il n'y a pas la matière. Donc vous ne pouvez pas avoir une équipe structurée. Donc vous avez besoin d'avoir une base de clients suffisant pour être capable de consolider un service de qualité avec des gens de qualité. Voilà. Donc la logique, elle est que, pour répondre, qu'est-ce que l'on recherche? Ça peut être évidemment à géométrie variable, puisque si je recherche le premier cabinet, c'est plutôt une notion de taille critique et de cabinet structuré. Si c'est une adjonction, ça peut être beaucoup plus petit. Et si c'est du conseil, ça peut être aussi une taille plus ou moins différente en fonction si c'est de l'adjonction ou si c'est la première fois que ça s'installe. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une logique. On peut avoir des petites acquisitions, en tous les cas des petits périmètres, comme on peut avoir des gros. Voilà. Donc, c'est très variable. Et est-ce que c'est fondamental que les cabinets que vous allez intégrer, l'expert comptable ou l'équipe dirigeante en place, elle rejoignent le groupe, ou c'est pas une condition sine qua non, ça? Alors, mon idéal, parce que après c'est ce qui se passe dans la profession actuellement. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets à vendre. Aujourd'hui, vous avez plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Vous avez un sujet de pyramide des âges. Donc, vous avez des confrères qui sont en âge de céder. La deuxième chose, le deuxième événement qui fait que ça motive sur des sessions, c'est la partie rupture technologique. On vit aujourd'hui, ce qu'on expliquait tout à l'heure, une véritable rupture avec la facture électronique, avec les systèmes d'information, etc. Et aujourd'hui, la taille critique de nos cabinets doit augmenter pour pouvoir faire face à tous ces enjeux de conduite de changement, d'attractivité, des nouveaux systèmes d'information, etc., etc. Donc les confrères se posent beaucoup de questions. Donc certains cherchent à se rapprocher par fusion. Et puis d'autres par session. Voilà. Donc mon idéal, c'est en général, c'est sur une équipe d'un cabinet qui souhaite transmettre, avoir l'aîné qui est généralement le fondateur ou quasiment qui cède une partie qui est plutôt majoritaire dans son capital, qui passé une transition d'1 an se retire. Et en général, il a 2, 3, 4 associés qui sont plus jeunes, qui sont minoritaires et qui, eux, finalement, ne veulent pas se retrouver seuls dans le contexte que je viens de décrire à la tête de leur cabinet. Et donc, nous, on est en mesure d'y mettre un de nos experts comptables diplômés, un jeune Jean-Philippe Romero, un jeune, mais il y en a beaucoup comme ça, à qui on propose de prendre la direction du site en question. Et ça c'est notre marque de fabrique, et c'est ce qui marche le mieux, parce que quand bien même on a des équipes dédiées à l'intégration, puisqu'on a des collaborateurs qui chez nous ne font que ça, c'est-à-dire avec 1200 personnes, autant vous dire, et l'entrée de nouveaux collaborateurs chaque année. Donc, on a des personnes dédiées à l'intégration des nouveaux sites et des nouveaux collaborateurs. Mais malgré tout, le fait d'avoir le patron du site qui soit un historique compagnie fiduciaire, qui a fait ses classes à la compagnie fiduciaire, qui connaît la culture, évidemment, c'est très facilitateur. Voilà. Donc ça c'est clair que ça permet la jonction entre les associés qui nous rejoignent, qui évidemment connaissent leur cabinet, avec la culture compagnie fiduciaire et l'organisation compagnie fiduciaire. C'est là où on a les meilleures réussites d'intégration. Le cabinet qui nous rejoint en solo, il faut vraiment, mais ça c'est ce qu'on dit, il faut qu'il y ait vraiment de la motivation et l'envie, en tous les cas, et pas comme un sujet financier, c'est là où on en revient, hein, vraiment une volonté de transformer le métier, de changer ses habitudes, de rupture. Et nous, c'est pareil, hein, on reprend des idées
du cabinet que nous avons rejoint. Hein. On s'est construit aussi à travers l'intégration d'autres cabinets qui nous ont amené des modes opératoires, des nouveaux savoir-faire différents. Voilà, enfin, tout ça, c'est un échange. Mais je dirais, si chacun reste sur ses bases, chaque personne ne fera un geste de l'un vers l'autre ou une convergence. Voilà, on n'empile pas, on ne fait pas un millefeuille de cabinet. Voilà, on cherche à nos spécificités également. C'est que ce qui fait aussi notre unité, quand vous me posiez, oui, je vais te l'illustrer au fil de l'eau, mais une des spécificités compagnie fiduciaire, c'est que les 47 associés sont associés d'une seule structure qui est la compagnie fiduciaire. On n'a pas d'intérêt particulier. Donc je dirais, les réussites et les échecs, quand il y en a, ils sont partagés par tous. D'où l'implication. Je ne suis pas mon associé qui dirige le site du bassin d'Arcachon. Il est aussi propriétaire du site du bassin d'Arcachon que du site qui est situé à Paris. Les intérêts sont communs. Ça fait partie aussi, vous voyez, ce qui fait sens aussi dans la notion d'unité. Bon, donc ça suppose que quand un groupe nous rejoint, un cabinet nous rejoint, évidemment, il faut qu'il soit prêt à cette convergence, à cette implication, à rentrer dans le groupe, et on l'accueille volontiers. Alors, tu as pointé du doigt sur le fait qu'il y a la pyramide des âges, il y a la partie technologique, et puis aussi, c'est vrai que... alors, je crois que sur les derniers chiffres que j'avais, 70% des cabinets en France avaient moins de 10 collaborateurs. Et donc... toi, tu mentionnes le fait qu'il faut qu'on puisse atteindre une taille critique pour aussi pouvoir apporter des solutions sur la gestion de patrimoine, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure. Et donc... mais c'est une... Du coup, est-ce que ça veut dire que les petits cabinets, ils sont amenés à mourir ? Pas du tout. En tout cas... pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est un choix. Enfin, je dirais, nous, on a fait un choix différent. On a vu arriver très tôt les enjeux de demain qui le sont aujourd'hui. Quand j'ai commencé dans mon métier, la communication était réglementée. Vous voyez ce qu'on fait là aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que le jour où tu diffuseras ça, si tu avais diffusé ça, je recevais un coup de téléphone du président de l'ordre qui m'aurait dit viens me voir, il faut qu'on discute. C'est ce qui m'est arrivé. Quand je suis arrivé sur le bassin d'Arcachon et que j'ai repris le cabinet, j'ai eu un journaliste du journal Sud-Ouest qui a voulu m'interviewer. Ça m'a valu une demi-page dans les pages locales, hein. C'était pas Sud-Ouest, c'était page bassin d'Arcachon. Le lendemain matin, j'avais le président de l'ordre qui m'appelait en disant quand même, vous commencez dans la profession, il faudrait quand même que vous ayez une communication beaucoup plus modérée en tous les cas. Et je ne faisais que parler de notre arrivée qui n'était pas le scoop du siècle en tant que tel. Bon, enfin voilà. Donc je dirais, il y a deux choses qui ont changé, ou trois, on va dire. C'est que la première qui est arrivée, c'est la communication. Je dirais, aujourd'hui, il y a 30 ans, la ligne communication se limitait chez nous au prix de la facture des pages jaunes de l'annuaire. C'était somme toute des coûts assez limités. Aujourd'hui, nous avons 15 personnes chez nous qui ne font que du marketing. Donc, c'est ouf. dans la composition du groupe compagnie fiduciaire, les comptables, strictement comptables, c'est 55% de nos effectifs. Donc, un cabinet d'expertise comptable, si on pense qu'un expert comptable n'est qu'un comptable, c'est pour vous dire que là, il y a qu'un peu plus de la moitié qui font de la comptabilité. Donc, j'ai 45% de la population qui font d'autres métiers. J'embauche des personnes au marketing, en informatique, ils ne connaissent rien dans la comptabilité. Autant vous dire que leur job d'avant, ils étaient peut-être dans une boîte de com et ils commercialisaient des boîtes de petits pois. Donc, voilà. Donc, on a des métiers qui se sont beaucoup enrichis. Bon.
La communication, si c'est un moyen de se distinguer quand on est le premier, finalement, une fois que tout le monde y est, c'est un coût supplémentaire, mais qui ne vous donne plus véritablement d'avantage compétitif. À la limite, vous en faites, ben vous êtes comme les copains, vous en faites pas, c'est vous qui êtes has-been. Mais donc, en tous les cas, ce sont des coûts et des moyens qu'il faut mutualiser. Quand vous avez... Alors vous pouvez vous dire, mais quand même, avec marketing, bon, je vais prendre une personne. Mais en fait, un département, c'est un peu comme un porte-avions. Vous ne pensez pas que vous allez vous satisfaire d'un seul porte-avions. Parce que quand vous avez le porte-avions, il vous faut le bateau ravitailleur, il vous faut l'escorte, il vous faut, etc., etc. Et en fait, le marketing, c'est la même chose. Quand vous avez votre directrice marketing, vous dites elle est superbe, mais elle ne travaille pas toute seule. Et en fait, vous vous rendez compte que vous déclinez beaucoup de métiers derrière le marketing. Donc, tout ça, c'est des budgets, c'est des coûts. Et évidemment, pour pouvoir les justifier, il faut que vous vous adressiez au plus grand nombre. Donc, être capable d'avoir une taille critique avec un certain nombre de clients pour pouvoir mutualiser ces moyens. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est l'informatique. Le coût de nos systèmes d'information. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui pèse de plus en plus dans nos comptes de résultats. Vous avez eu un éditeur de paye qui a défrayé la chronique l'an dernier, enfin en tous les cas, on peut dire jusqu'au début de l'année, avec une augmentation de 400% de ses tarifs. Donc autant vous dire que pour de la veille au lendemain. Bon, donc vous avez des éditeurs de paye aujourd'hui, des nouveaux éditeurs de systèmes d'information comptable qui se lancent avec un mode start-up, avec des levées de fonds, avec des fonds qui partiront peut-être dans 5 ans, vraisemblablement une fois qu'ils auront touché un truc. Voilà, c'est quoi le futur ? Vous êtes français aujourd'hui, vous avez vos données qui sont reprises par un fonds, vous avez un fonds d'investissement américain demain, que deviennent vos données, etc. Donc vous avez des gros enjeux sur la data, etc. Donc une de nos marques de fabrique, c'est aussi notre indépendance. Et on est indépendant financièrement, on est indépendant intellectuellement, et la technologie, il y a un vrai sujet d'indépendance souveraine, en tous les cas sur la technologie. Donc, tout ça pour vous dire que une de nos motivations, c'est de dire que en s'adressant à nos clients, en amenant un service complet, en tous les cas, il faut être capable d'atteindre un niveau de taille critique pour être en mesure de le faire de manière professionnelle. Et le troisième niveau, c'est effectivement, derrière, attirer des talents. Et pour attirer des talents, parce que vous avez besoin d'avoir le spécialiste de telle et telle matière, si vous avez, moi j'ai une de mes associées qui est spécialiste de la consolidation, ben quand vous dites je suis spécialiste de la consolidation, mon associée, elle ne fait pas une conso ou 3 consos dans l'année, elle fait des consos. Elle a des collaborateurs qui ne font que des consos. Et vous avez comme ça des spécialités comme l'audit, la consolidation, le RSE, et je vous en passe, c'est les meilleurs. Bref, donc tout ça, il faut que vous alliez le chercher sur un minimum de clients. Un sportif, c'est celui, vous voyez, un compétiteur, c'est celui en football, c'est celui qui fait aussi de la compétition et des matchs. Donc si vous n'avez pas de clients, on se forme aussi en travaillant beaucoup avec des clients, en s'exerçant beaucoup, en étant riche des questions et des problèmes qu'on est capable de capitaliser. Voilà, donc la notion de taille critique. Et pour revenir à ta question, est-ce que c'est la seule voie ? Ben non, pas du tout. Je dirais, il n'y a aucun problème avec ça. Je dirais, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que je serais, en tous les cas, j'ai pas de conseil à donner, je n'ai pas fait le plan stratégique d'un cabinet de moins de 10 personnes, mais puisque c'est pas mon schéma. Mais la question qu'il faut qu'il se pose, c'est effectivement quelles sont les compétences qu'il maîtrise et que derrière, son futur, en tous les cas, de mon point de vue, c'est se spécialiser. Donc derrière, il peut et là c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir une spécialité métier, mais aussi on peut avoir une spécialité sectorielle. Enfin, je dirais il y a 2 manières de lire les choses. Soit vous êtes le champion du monde de la consolidation, pour reprendre cet exemple-là, et vous pouvez vous spécialiser dans votre technicité professionnelle, ou alors être après sur une niche, une typologie de clients, et être le spécialiste de...
pas moi, des loueurs en meublé, puisque je prenais cet exemple-là, et de bâtir toute une logique de communication, de technique, de production, d'efficacité, et être un compétiteur dans votre domaine. Et ça fonctionne. Là où, dans mon point de vue, c'est compliqué, beaucoup plus compliqué, c'est effectivement le petit cabinet ou de moins de 10 personnes qui est généraliste. Là, il va être bon partout, mais spécialiste de rien. Comment va-t-il se différencier du copain d'à côté? Alors si, il a une solution. Il va aller sur des zones ou sur des territoires où il y a peu de concurrents. Donc effectivement, s'il y a peu de confrères dans la zone, sur la proximité, mais après, ça va être un cabinet qui va peut-être avoir aussi, si c'est pas son souhait, de gros développement, parce qu'il n'y a pas un gros potentiel non plus de clients. S'il y a peu de cabinets comptables, c'est qu'en général, il n'y a aussi pas beaucoup de clients autour. Enfin, en tous les cas, ça peut être aussi un moyen d'exister finalement dans un environnement stable sur lequel les niveaux d'exigence sont pas forcément les mêmes. Voilà. Donc des solutions, il y en a. Il n'y a pas qu'un modèle à la compagnie qui est le nôtre. Il y a des choix, mais après, quand on est dans le choix, faut-il y aller à fond, quoi. Aujourd'hui, au sein du groupe, il y a 55% de personnes qui font de la compta. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ce principe-là. Quand on bosse dans un cabinet d'expertise comptable, du coup, on n'est pas cantonné qu'à faire de la comptabilité. Si on visualise un monde où la compta, ça représente plus c'est 2 tiers de la nos grosse activités. partie des... Oui, c'est 2 tiers. Ok. Et si demain, on inverse la tendance et ça fait qu'un tiers, finalement, de l'activité... quels sont les skills que doivent développer justement ces collaborateurs? Aujourd'hui, les collabs, c'est une denrée rare quand même, parce qu'ils maîtrisent la compta, mais en gros, si demain, on leur demande plus de faire de compta, mais autre chose, selon toi, c'est quoi un peu les compétences que eux vont devoir développer? D'abord, je pense que tu raisonnes pas. C'est pas mon raisonnement. J'ai peur que tu raisonnes pas bien, mais. On voit avec grand plaisir. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je suis adepte de dire que la richesse, elle se crée, elle se divise pas. Donc le sujet est de dire aujourd'hui, ça pèse 55% nos effectifs. Ce qui fait grosso modo, pour faire simple, un peu plus de 600 personnes. Ok, peut-être que demain, j'aurai les 500 autres prochains recrutements se feront sur des métiers différents et on recrutera plus en RH, en informatique, en marketing, en droit, en spécialiste du conseil, en M&A, etc., que l'on développera en comptabilité. Mais c'est pas l'un à la place de l'autre. Moi, je suis gourmand, c'est les deux. Donc la raison d'être d'un cabinet comptable dans le métier de la comptabilité continuera. C'est la manière d'exercer qui va certainement changer, mais je ne suis pas en train de dire que le métier de comptable va disparaître. Il va s'exercer différemment. Je dirais, on le voit avec c'est ce que je vous expliquais en introduction, c'est la boîte à outils qui change en fait. Mais celui qui tient les outils, il continue toujours à travailler. Donc notre client, c'est le chef d'entreprise. Il veut pas parler à une IA toute la journée derrière. L'IA, c'est un assistant. Il faut que ça reste et ça restera un assistant qui va enrichir la conversation. On est au fait des choses, on le voit. Les clients, ils peuvent avant les rendez-vous, avant de nous voir, ils peuvent se renseigner. C'est plus intéressant quand je suis avec un client, parce que je dirais, on fait de la pédagogie dans notre métier aussi. Il faut expliquer avant de donner des orientations, il faut expliquer. On passe du temps à expliquer les choses avant d'orienter. Mais si le client en amont, parce qu'il a un accès à l'information, il est informé plus vite et on rentre dessus plus rapidement dans le débat des choix plutôt que de la pédagogie, et c'est pas un problème, c'est un avantage. C'est un moyen aussi d'accélérer la relation, d'être gagné en efficacité, d'être beaucoup plus percutant, de prendre des décisions plus rapidement. C'est un avantage compétitif pour nos clients. Donc le métier change, ça c'est sûr. On va renoncer à quelque chose, mais ce qu'il faut voir, c'est la terre promise. Et il y a vraiment de quoi à faire, il y a matière. Par contre,
Ce qui change, tu vois, je rebondis sur une question que tu m'as posée, c'est que le comptable n'est plus un comptable seulement. C'est-à-dire qu'il doit avoir une ouverture d'esprit, s'intéresser à... Enfin, il faut qu'il soit sensible à l'économie, je dirais, celui qui fait des arrêtés de compte sans comprendre, encore une fois, l'entreprise et le milieu économique dans lequel vit son client, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas tout compris. Il ne donne pas de sens à son métier. Au début de l'épisode, tu disais que l'économie, ça t'a beaucoup sensibilisé quand tu avais commencé tes études. Et j'ai beaucoup d'experts comptables qui sont passés dans le podcast et qui me donnaient cette même réponse, entre guillemets, que l'éco, ça leur a donné aussi une vision globale de comment ça fonctionne. Et en fait, c'est très utile aussi pour accompagner les dirigeants. Ok. Donc, j'ai bien compris... cette partie de croissance externe, masterclass, merci beaucoup, c'est hyper clair. Il y a cette partie aussi croissance organique. Qu'est-ce que vous mettez, vous, en place justement pour la booster et pour que finalement l'acquisition de nouveaux clients soit la plus simple pour vous? D'abord, c'est l'écoute des besoins. Enfin, je dirais, si on met en place des choses qui sont utiles à nos clients, si nos clients ne veulent pas d'un service ou n'ont pas besoin d'un service, ils vont pas forcément, on va pas forcément le développer. Ça c'est le point 1. Ensuite, deuxièmement, dans cette logique-là, notre client, il a le choix de travailler avec nous sur la totalité des services ou que sur des services particuliers, et puis libre à lui, s'il veut prendre un avocat, et c'est souvent le cas, ou ça peut être le cas extérieur à celui que l'on propose à la compagnie fiduciaire, il a tout à fait le choix. Bon. Ensuite, dans la mise en œuvre, il y a soit c'est de la croissance, effectivement, c'est de la croissance organique. Je vais vous donner un cas très précis puisque tu m'as parlé de notre département RSE, qui est un département qu'on a lancé, on a commencé la gestion de notre projet il y a 3 ans. Donc, stratégiquement, on a arrêté cette décision-là il y a 3 ans, et aujourd'hui, elle apparaît au grand jour depuis 1 an. Bon. On était parti pour acquérir cette compétence, on était parti sur une croissance externe qui, pour différentes raisons, n'a pu se réaliser. Bon. On a mis 1 an à discuter avec la personne ou les personnes, choisir le candidat, et ça n'a pas fonctionné. La personne a fait des choix différents qui n'étaient pas les nôtres. Bon. Il s'avère qu'en parallèle de ça, et ça on adore à la compagnie fiduciaire, c'est typiquement le comportement que l'on apprécie. J'ai une jeune diplômée, Anne Bergeret-Belloc, pour ne pas la citer, qui a été récompensée par le prix du meilleur mémoire en matière de RSE. Mais tout ça m'avait un peu échappé. Vous voyez, dans les compétences, je le savais, mais sans en prendre réellement la mesure. Qui, je comprends après coup, observe en fait, en tous les cas, ce choix-là, ces entretiens, notre projet, ça parle, ça tourne, en tous les cas, dans les strates, dans les étages de compagnie fiduciaire. Et puis, un beau jour, elle pousse la porte de mon bureau, elle me dit, voilà, moi, le projet, je le veux. J'y crois, je veux le développer, et si vous me donnez les moyens, je veux bien conduire ce projet. Voilà. Et donc ça a été banco. Voilà. Alors non pas parce que l'autre avant avait dit non, parce qu'on en aurait trouvé d'autres, ça c'était pas il y avait beaucoup de personnes, en tous les cas de consultants qui voulaient se lancer, mais en tous les cas, entre croissance externe et croissance interne, avec une jeune diplômée qui a fait son parcours, qui est méritante et qui elle réussira bien, très bien ou hyper bien, je ne sais pas quel est le dosage, on en reparlera dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais en tout cas cette volonté affirmée de pousser les portes et de s'arracher pour lancer son projet fait qu'aujourd'hui c'est une réussite. Voilà, donc en tout cas on s'est vu, on a passé
la fin d'après-midi ensemble hier pour faire un point. Et aujourd'hui, ce que l'on a fait, ce qu'elle a fait, elle est très engagée et c'est super. Et aujourd'hui, nos clients derrière répondent favorablement à cet accompagnement. Voilà. Merci Jean-Philippe. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Déjà j'ai encore quelques petites questions. Oui, j'ai encore quelques petites questions. j'ai quand même encore quelques petites questions à te poser. Oui. J'ai entendu aussi beaucoup de bon écho de ta personnalité et de la manière dans laquelle tu fais confiance aussi aux gens, parce que j'ai reçu aussi des personnes qui sont issues de la compagnie fiduciaire à l'époque, au sein de cet épisode de podcast. On parle aussi de choses qui sont assez positives. Est-ce que aussi, toi, dans ta carrière professionnelle et aussi au développement et à la croissance de ce cabinet, est-ce qu'il y a quand même eu des échecs ou des choses qui ont été difficiles pour toi et comment as-tu pu les résoudre au fur et à mesure de ces 10 années passées? S'il y a quelque chose qui a été marquant et une espèce de sagesse qu'on pourrait aussi en apprendre, parce que la vie d'un homme et d'une femme, c'est pas toujours la réussite, mais c'est l'ascenseur émotionnel. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous partager à ce sujet? Ou pas? Tu vois, ma réponse, c'est pas de la timidité ou j'ai une belle vie. Donc, je dirais que je n'ai pas eu d'échecs. Donc, ou en tous les cas, les échecs que j'ai eus n'ont jamais pris le dessus dans la balance. En tous les cas, par rapport aux réussites. Donc, je suis franchement un peu sec là-dessus. Je peux donner un exemple d'échec parce que qui fait miroir avec un succès. Quand on a lancé le cabinet digital, ça compte pour moi, qui est une formidable réussite et qu'il est toujours. Aujourd'hui, on a 70 collaborateurs dans ce département-là. On a une croissance à 2 chiffres. Enfin, c'est une vraie réussite dans l'offre client, dans la performance économique de cette affaire. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment du win-win. Des deux côtés. Enfin, en tout cas, c'est une belle et puis tiens, et c'est piloté aujourd'hui entre parenthèses par à l'époque un jeune expert comptable qui l'est un peu moins aujourd'hui. Il y a 2 associés qui dirigent ça et que à l'époque j'avais recruté quand j'étais encore sur le bassin d'Arcachon, qui était voilà. Donc vous voyez, l'histoire se répète. Vous voyez, c'est pas. C'est Mathieu Chauveau. Mathieu Chauveau, voilà. Bon, ben voilà, Mathieu Chauveau. Que j'ai reçu dans les tout débuts du podcast. Je pense que ça doit être le 10e ou 12e épisode. Bon. Et justement, qui racontait aussi cette histoire. Comment il est arrivé à cette tête-là. Mathieu, c'est un talent. On l'a recruté à l'époque sur le bassin d'Arcachon avec mon associé Olivier Lafont. Et puis il s'est fait remarquer dans son profil. Et quand on a créé, comme ça vous aurez la boucle complète du projet, quand on est sorti de ce séminaire d'associés où on a pris la décision de se lancer dans l'aventure, ça a été mené par la gestion de projet a été menée par un de mes associés qui s'appelle Yann Benchora, qui pendant 1 an a été tête de file pour construire le projet. Et puis à la fin, quand le livrable est arrivé, il a fallu mettre un pilote dans l'avion. Voilà. Et le pilote dans l'avion, aujourd'hui, c'est Mathieu Chauveau, qui s'est aujourd'hui, le cabinet a grandi. Il y a Romain Prado, qui est un 2e associé, qui l'a rejoint un peu plus tard. Voilà. Donc c'est une aventure formidable qui a très très bien marché, qui était vraiment une réussite humaine, interne, économique. Voilà, tout ça, en tous les cas, c'est ouvert. Bon, fort de ce succès, donc c'était la question d'un truc, on se dit, mais quand même, ce qu'on a réussi en comptabilité, on va le réussir en juridique. Et donc, nous sommes mis en quête. À l'époque, c'était le début des Legal Start, des Legal Tech, pardon. Il y avait les FinTech et les Legal Tech. Et donc, on s'est dit, tiens, là, on va poursuivre l'aventure. Et ce qu'on a fait en comptabilité, on va le faire avec le juridique. Et nous sommes à l'époque associés avec
2 jeunes créateurs qui avaient fait leur premier pas en construisant une première société avec tout un process numérique, digital, en gros pour faire le juridique avec un mode collaboratif et avec des budgets assez économiques pour le compte des clients. Et nous on y a mis de l'énergie, on y a mis de l'argent. Ça a duré pendant 3 ans et on a fermé boutique. Voilà, on n'a jamais réussi à trouver notre modèle économique. Qui plus est, en face de nous, on ne jouait pas dans la même cour parce que c'était le début des fonds d'investissement qui mettaient des gros tickets où ils développaient beaucoup plus vite que nous-mêmes, on était capable de le faire. Donc, on a arrêté ce projet-là volontairement. Alors, est-ce que c'est un échec? Oui, parce qu'on n'a pas réussi. Est-ce que cet échec a laissé des traces? La réponse est non, parce que dans la gouvernance, quand on y a été, on y a tous été ensemble. Donc l'idée, elle plaisait à tous au départ. Ça marche, ça marche pas, mais je dirais, il y a personne à... Enfin, je dirais, alors c'est mieux quand ça marche, hein, on est bien d'accord, mais la balance, globalement, elle est largement... aujourd'hui, si on en est là, c'est que ça a plutôt bien marché. Donc des échecs, on en a eu. Est-ce que les échecs que l'on a eus ont laissé des traces? La réponse est non. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, mon silence, j'ai pas d'échec marquant en disant là, franchement, il y a erreur de casting, il y a vraiment, on n'a pas eu de temps dur ou de difficulté au point que ça remette en question nos relations entre nous, la pérennité de l'entreprise. Voilà. Alors oui, des échecs, il y en a eu, mais bon, voilà. Après, c'est peut-être aussi une manière de prendre les événements et les épreuves. Je pense que il y a aussi cette manière de faire. J'ai souvenir d'un expert comptable à la tête d'un grand cabinet français. Je sais pas, ils ont eu un problème de piratage informatique ou je sais pas quoi. Bon, ça pourrait te mettre sous stress, ça pourrait être la galère, etc. Bon, du coup, il a bien dormi la nuit et puis s'est dit, au moment venu où je vais pouvoir agir, du coup, je ferai avec ce que j'ai et puis voilà, c'est tout, quoi. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Bon, après, il faut aussi se prémunir de ce problème-là. Ça fait partie de mes préoccupations. Voilà. Mais bon, ça fait partie des préoccupations d'un chef d'entreprise. Donc après, on fait de la prévention sur le sujet, mais je peux... après, quand ça arrive, il faut gérer. Hein. On fait face. Bon, on a fait face... enfin, c'est quand même... L'histoire du Covid, c'était quand même un bel enseignement, en tous les cas, de réactivité. Enfin, il faut quand même se rappeler dans le contexte. Nous, on voyait ça m'a rappelé, si vous voulez, on a vu l'enseignement de Tchernobyl, où le nuage, vous voyez, s'est arrêté à la frontière italienne. Et là, c'était pareil, on nous expliquait que, bon, pour l'instant, c'était pas un sujet qui arrivait chez nous. Bon, il y avait eu l'expérience, je vous dis, malheureuse de Tchernobyl, où soi-disant il n'y avait pas de problème. Bon, là je me dis, bon, là le sujet va monter en puissance, et à un moment donné, on va être touché comme les autres l'ont été, avec les conséquences que l'on connaît. Bon, on a 60 informaticiens chez nous, en interne. Hein. J'ai la chance d'avoir un associé, enfin la chance, oui, la chance d'avoir aussi un associé qui est patron de la DSI, donc qui sait de quoi il parle. Bon, enfin, en 24 heures, on a mis... en 24 heures, on a mis, à l'époque, on devait être 800 ou 900 collaborateurs en télétravail. Enfin, bon, le télétravail, aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Enfin, je peux vous dire que quand ça s'est produit, c'était l'exception, le télétravail. Donc, quand vous expliquez à 800 bonhommes qu'ils rentrent chez eux avec les ordis et que c'est en télétravail, et que tout ça doit se passer en 24 heures, vous voyez, vous posez quand même quelques questions. Bon, voilà, donc on l'a fait. Voilà, ça fait écho à ce que disait mon confrère. Quand le problème est là, il faut le gérer. Donc, voilà, c'est notre job. Tu parles de chef d'entreprise aussi. Toi, chef d'entreprise, c'est quoi ton tableau de bord financier? C'est quoi tes KPIs que tu vas analyser justement pour voir un peu le poumon de l'activité? Et puis, peut-être un retour d'expérience sur un indicateur qui t'a particulièrement marqué et sur lequel tu as pu agir justement pour le remonter au fil de l'eau.
Ouais, ça fait 20 ans, quand je dis 20 ans, je pense que ça fait 25 ans, euh, on fait des enquêtes externes, internes et externes. Hmm. Donc déjà, vous voyez, nos critères, ils ne sont pas que financiers, ils le sont, évidemment. On fait quand même notre comptabilité, hein, je vous rassure. Bon, mais si la réponse est attendue, était pas vraiment attendue, est-ce qu'on fait notre bilan et on a des indicateurs financiers? Bien sûr, voilà. Mais c'est pas les seuls. Nous, notre valeur ajoutée, notre âme, c'est nos collaborateurs. Hein. Enfin, je dirais, sans nos Hmm. collaborateurs, on n'est pas grand-chose. Vous voyez, quand on est 3 dans un cabinet, il y en a un qui s'en va, c'est pas facile, mais enfin, l'expert comptable, en l'occurrence, s'il met un coup de boost et qu'il travaille un peu plus, il peut compenser l'absence ponctuelle, enfin, momentanée d'un de ses collaborateurs. Moi, nous sommes 1200. Si j'ai mes collaborateurs qui s'en vont, j'aurais du mal, mes associés et moi, à compenser les absences. Bon, donc ça veut dire que on est attaché à nos collaborateurs. On s'inscrit dans le temps long. Dans nos valeurs RSE, on est attaché à ce que au moins 10% de nos effectifs au départ, ce sont des jeunes pour lesquels c'est leur premier job. On n'a pas attendu Hmm. les aides à l'apprentissage pour recruter des jeunes. Les jeunes, ça fait partie vraiment de nos... Bon. Donc, le moral de nos troupes, l'adhésion à la compagnie fiduciaire, que les gens se réalisent dans notre affaire, c'est quelque chose que l'on mesure. Voilà. Donc on le faisait et on le fait toujours. On le faisait tous les 2 ans à l'époque, il y a quelques années. Aujourd'hui, on le fait à travers Great Place to Work. Je vais faire un peu de publicité pour ce label, où effectivement on a des indicateurs et on s'attache effectivement à suivre le moral des troupes et l'adhésion. Donc ça, c'est un point sur lequel on est très attentif. Le deuxième, c'est nos clients. Le second, c'est nos clients. Je dirais, est-ce qu'aujourd'hui, nos clients sont satisfaits ou pas de qui, de quoi, de quand, de notre rapidité, de notre inventivité, de notre... Voilà. Donc ça fait partie des points, effectivement, d'ajustement. Et puis tout ça, après, on le rend. Vous voyez, je parlais d'enquête client, des enquêtes collaborateurs, je reviens sur ce thème-là. Ça fait partie de notre RSE. Cette année, on a eu deux campagnes importantes et de sensibilisation sur les risques psychosociaux, donc, où on a sensibilisé nos collaborateurs, nos managers à la détection de ces risques-là, à mener des solutions. Donc ça a été un exemple de campagne. Il y en a une autre également qui a été menée en parallèle, c'est sur le handicap, parce que c'est aussi tabou pour certains. Il y a des collaborateurs qui peuvent l'être mais qui n'osent pas le dire, qui veulent ou pas qu'on adapte ou pas leur mode de travail à leur handicap. Bon, voilà. Donc on a fait venir des professionnels, on a parlé du handicap au travail. Il y a des collaborateurs qui du coup, entre guillemets, sont sortis du bois en disant, bon, ok, je vous le dis, ben voilà, je souffre de ci, je souffre de là, etc. Donc, je dirais, si je m'occupe du moral de mes associés et de l'unité des associés, les associés, là, je dirais le groupe, s'occupe du moral des troupes et de l'adhésion Hmm. des collaborateurs. Pour nous, en tous les cas, c'est le cœur du réacteur. Évidemment qu'on a tous les outils du monde pour faire notre métier, mais si on n'a pas nos collaborateurs qui sont avec nous, ça ne marche pas, quoi. Enfin, c'est clair. Voilà. Masterclass. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cet épisode. Du coup, je vais te poser une dernière question La dernière pour clôturer. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a une rencontre, est-ce qu'il y a une expérience de vie, une sagesse, ça c'est une question que je pose maintenant à tous mes invités pour clôturer, qui t'a appris quelque chose que tu pourrais partager à un bon copain ou à une bonne copine, où tu dis, ça dans ma vie, avec mes 57 années d'expérience, et ben, si je pouvais te donner le nectar de ce que j'ai appris, ben voilà, c'est ça que je te donnerais tout de suite. Depuis, on va dire, très jeune, vous voyez, quand je dis très jeune, c'est en terminale. Vous voyez, quand j'ai fait de la philo, il y a une phrase que j'ai toujours gardée en tête et qui a toujours conduit ma carrière ou ce que j'ai fait.
il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est Sénèque qui a dit ça. Donc, je dirais, heureusement qu'on fait des choix différents les uns les autres, hein, et j'ai aucun conseil à dire va là, à droite ou à gauche, mais par contre, il faut que chaque individu sache ce qu'il veut faire. Voilà. Et s'il sait ce qu'il va faire, il va y mettre beaucoup d'énergie et il va trouver les solutions pour comment le faire. Voilà. Mais déjà, à la base, c'est vers quoi tu vas, quoi. Et à partir de là, derrière, tout le schéma intellectuel et la construction se met en route. Voilà, donc moi, ce qui m'a guidé, c'est cette phrase-là, et ce qui permet aussi, ce qui n'est pas facile quand on est jeune, parce que c'est là où on se pose le plus de questions, qui arrive un peu plus avec la maturité, et d'ailleurs, c'était quelque chose qu'en étant en stage d'expertise comptable, nos profs nous le disaient, c'est lever un peu le menton et pas avoir la tête dans le guidon et se donner un objectif sur du long terme. Et puis après, voilà, c'est se donner les moyens de faire, voilà, et d'y arriver et d'avoir un but, voilà, donc, et de l'atteindre, évidemment. Et après, évidemment, il y a autant de personnes heureusement, que de buts et d'objectifs différents, voilà. Un grand merci, Jean-Philippe, pour ce podcast. Si les gens veulent te retrouver, je mettrai ton profil LinkedIn avec pour qu'ils plaisir. puissent... et puis, naturellement, le site internet de la compagnie Fiduciaire. Merci à tous, merci à toi d'avoir participé à cet échange. J'ai pris un grand plaisir de le réaliser. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé autant que j'ai pris de plaisir à discuter avec Jean-Philippe, eh bien, n'hésitez pas à le partager, à liker. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi d'aller voir des experts comptables toujours plus inspirants comme Jean-Philippe pour de nouveaux épisodes. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!